Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4K2. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Yodra. Bonjour. Bonjour Kate. Alors, je rappelle rapidement que tu es double champion du monde de boxe thaï. Tu es également à l'initiative de la course de la liberté. Et là, tu entames ta 7e course qui débutera à la fin du mois d'août. Alors, tu es avec nous pour nous parler de ton parcours, de ton engagement et également de tes choix de vie. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation en tout cas. Oui, merci à toi. Bonjour tout le monde. Alors, les courses de la liberté, c'est quoi au départ? Est-ce que c'est un défi que tu te lances ou c'est un projet de vie? Alors, la course de la liberté, c'est plutôt un projet qui est né en réaction à toutes les mesures totalitaires et liberticides qu'on a subies ces dernières années. Il y a l'aspect défi personnel, mais comme je répète toujours, c'est pas un exploit sportif, vu que les champions d'ultra trail aujourd'hui font des performances bien plus impressionnantes et monstrueuses, même chez les amateurs. Par exemple, vous avez Florian Gomet, qui est vegan comme moi, mais lui crudivore en plus, qui court pieds nus et qui fait plus de distance par jour. Donc, moi, je suis pas un coureur de fond à la base. Donc oui, il y a un petit aspect défi personnel, mais vraiment, c'est quelque chose en réaction à toutes ces mesures. Moi, j'ai été très engagé, j'en ai pas respecté une seule. J'étais sur toutes les manifs, je me suis fait connaître un peu de tout le monde là où j'étais. Et donc à l'époque, le message il était simple, c'était pas de passe, pas de masque, pas d'injection, nos vies et nos corps nous appartiennent, on va quand on veut, où on veut, et voilà, personne nous enferme, nous injecte, nous gêne. Et à l'époque, du coup, ça a eu quand même beaucoup de retentissement, donc les mesures étaient encore actives lors de la première édition, c'était en février 2022. Et depuis, moi, j'ai continué, donc j'ai fait 5 autres éditions. Là, comme tu as dit, j'ai entamé ma 7e bientôt. Et donc maintenant, les conditions ont évolué, les motivations aussi ont évolué, donc j'en profite pour essayer de changer le monde à ma manière, de promouvoir mes valeurs et mes idéaux. Donc voilà, je suis vegan, je suis proche de la nature, je suis anarchiste, j'ai plus de papier, plus de carte bancaire, plus de téléphone, pas de permis, pas de diplôme, pas de propriété. Donc voilà, je vis d'échanges. Et avec la course de liberté, c'est une grande famille qui se fonde dans toute la France. En fait, c'est une grande aventure humaine. Donc c'est une aventure qui dure 4 semaines. Je cours avec un flambeau allumé en permanence durant 30-40 km par jour. Des parcours qui font près de 1000 km. Le soir, je dors chez l'habitant. Donc voilà, c'est des rencontres extraordinaires. Et puis une grande famille qui se fond. Entre les cours, je retourne voir les autres avec qui je me suis lié. On approfondit les relations. Elles peuvent me rejoindre sur les courses suivantes, m'aider dans l'organisation, donc rejoindre l'équipe en fait. Enfin, et voilà, donc l'aventure, elle s'arrête jamais. Depuis la première édition, moi, je vis comme ça. Voilà. Même si j'ai d'autres façons de vivre, donc, notamment en dehors des cours de boxe thaï à prix libre. J'ai fait du woofing, des chantiers participatifs, dans des écoliers vegan. Et là, aujourd'hui, c'est surtout avec la course. Et entre les courses aussi, je propose régulièrement des initiations de Muay Thai à prix libre, comme demain à Unieux, là où je suis actuellement. Alors, tu l'as dit, le message a évolué depuis le début de la première course à aujourd'hui. Comment ça s'organise? Tu dis que tu dors chez l'habitant. Comment tu t'organises? Est-ce que ça se fait du bouche à oreille? Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux? Tu parles d'équipe aussi? Vous êtes combien? Alors oui, donc j'ai une équipe, pas toujours. Il y a des fois, on me voit sur les vidéos courir avec mon sac à dos, c'est quand je suis en autonomie ou j'ai pas d'équipe. Moi, il y a rien qui m'arrête. De toute façon, abandonner ou reculer, c'est pas dans mon ADN. Donc même si les conditions sont pas bonnes, moi j'y vais et je tiens jusqu'au bout. C'est une clé de ma réussite. Enfin, la ténacité et l'orgueil du champion, quoi. C'est comme ça que je suis une bataille, évidemment. Dans l'idéal, j'ai une équipe. J'ai toujours des gens avec moi maintenant en veut les courses qui mettent sur les réseaux. Mais le but, c'est que dans le réel, j'en ai aussi quand je suis sur la course, donc une personne ou plusieurs qui m'accompagnent avec un véhicule, où les affaires sont dedans, et qui prennent les vidéos du départ, de l'arrivée, le soir chez l'habitant, le petit format j'irai dormir chez vous, qui généralement plaît bien aux gens et qui les incite à nous contacter pour nous recevoir. Donc voilà, on utilise les réseaux. C'est une petite aventure que les gens peuvent suivre avec plusieurs vidéos par jour. Et nous, on transmet du coup nos messages à fond et les gens du coup sont invités à nous contacter. Il y a les numéros de téléphone des gens de mon équipe, il y a mon mail, il y a aussi les réseaux qui sont, où ils peuvent nous contacter pour nous héberger le soir. Le but, c'est de rencontrer le plus de monde pour diffuser le plus largement possible mes idées et mes valeurs. Alors, entre la première course qui s'est déroulée en février 2022 et puis la dernière que tu as parcourue au mois de juin, si mes souvenirs sont bons, est-ce que tu as trouvé que la population avait changé, qu'il y a un engouement encore plus important? Quel retour tu ressens en fait de la part des gens?
Voilà, bah, du coup, en fait, par rapport à mon action, évidemment, il y a une reconnaissance qui est très touchante. Après, le truc, c'est que les gens qui me contactent, c'est forcément, c'est des gens qui sont déjà un peu dans les milieux alternatifs. Mais à ce niveau-là, ouais, il y a ouais, vraiment une reconnaissance et même chez les gens qui connaissaient pas la course, en fait, parce que du coup, on n'a pas forcément toujours des autres, donc on va un petit peu faire, on va demander dans les lieux où on a sur les places d'arrivée ou dans les magasins bio ou dans les endroits où on va faire les courses où on rencontre des gens, on va parler de la course pour essayer de trouver des autres. Et donc, quand même, on trouve beaucoup de gens plus ouverts. Donc ça, c'est quelque chose d'encourageant. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que ce système de la mort, il peut pas tenir, il est voué à l'effondrement dans un futur assez proche, et qu'il est temps, ouais, de changer la Terre, de changer le monde, et donc toutes mes valeurs parlent à beaucoup de gens, et généralement, même si c'est des gens qui sont pas du tout dans l'alternative, qui vivent de façon conventionnelle, qui ont respecté les mesures et tout, bah quand même, mon parcours et mon action suscitent l'admiration et force au moins le respect. Donc ouais, ça c'est assez encourageant, ça montre vraiment que je suis sur la bonne voie et qu'il faut que je continue. On va parler de ton mode de vie atypique. Ton mode de vie atypique, tu l'as dit, tu es végane. Tu as surtout dit que tu n'as pas de papier, que tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de compte bancaire, tu n'as, voilà. Comment vis-tu, en fait? Voilà, donc avant la course, donc j'étais dehors depuis des années. J'ai été dans des écolieux véganes, j'ai été faire du woofing et des chantiers participatifs, donc je travaillais, été logé et nourri en échange de ma force de travail. Et j'ai beaucoup donné des cours de Muay Thai à prix libre. Et voilà, donc après, dès que je vis dehors, je tiens à préciser que c'est dans la nature, c'est pas dans la rue, je dors jamais dans la rue, c'est une différence qui est fondamentale. Donc j'ai une connexion très forte avec la nature, c'est aussi une des clés de ma santé. Donc je me baigne dans le milieu naturel toute l'année, je fais ma lessive à la main avec ma brosse et mon savon. Je mange surtout des fruits et des légumes, donc le véganisme, je vous ai parlé tout à l'heure, qui est très important pour moi. Même si c'est pas mon intérêt qui est recherché à travers le véganisme, il se trouve qu'en plus ça offre une santé bien meilleure et que je m'en porte mieux, je peux en témoigner en tant que sportif de niveau. Et donc c'est parce que je connais toutes ces règles du vivant et que je les applique que je peux me permettre de pas avoir de carte vitale, de pas aller chez le médecin et tout ça. C'est voilà, si j'ai un souci, généralement, le fait de jeûner bah, me rééquilibre et puis me remet en forme très rapidement. C'est comme ça que je résous tout. Après, en plus, avec les réseaux que j'ai formés grâce à la course de la liberté aujourd'hui, je connais plein de très bons guérisseurs, en fait. Et j'ai eu des blessures assez sérieuses entre les courses et pendant les courses. Et c'est grâce à ces guérisseurs que j'ai pu me rétablir, des fois même pendant la course, et puis aller jusqu'au bout. Bon, là, du coup, c'est un discours qui ne va pas forcément plaire à la bien-pensance, là. Tu parles de Mais, guérisseur, tu dis que tu n'as aucun papier, aucun compte bancaire. oui, c'est ça. Ce que je propose, moi, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qu'on n'a jamais vu. En fait, il y en a certains qui disent, oui, tu veux revenir comme avant, comme au Moyen-Âge ou la préhistoire. Non, non, ce qu'on propose, c'est quelque chose de jamais vu. Donc, l'anarchisme, pour ceux qui connaissent pas bien le terme, ça vient de arché, en grec, qui veut dire premier. Et il y a le an devant, qui vient du a privatif. Donc, c'est absence de primauté, absence de premier. Personne n'est au-dessus de l'autre, personne ne prime sur l'autre. Donc, c'est pas du tout un désordre ou une déstructuration, c'est une organisation qui est horizontale et complémentaire, où personne n'est au-dessus d'autre, où il n'y a pas d'institution entre les individus qui les dirigent, qui leur disent quoi faire. C'est un rapport immédiat tel que je le vis, moi, on vit dans l'échange et de complémentarité, chacun apporte sa richesse. Et pareil pour le véganisme, en fait, aujourd'hui, grâce au progrès qu'on a fait avec la permaculture, ça consomme moins de réserves, de ressources de la planète, ça pollue moins, et on se porte mieux à consommer des fruits et des légumes. Aujourd'hui, on peut le faire, on peut avoir des beaux jardins qui donnent toute l'année grâce au progrès qu'on a fait. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on propose. Et en plus, on se porte mieux. Et puis surtout, moi, à la base, si je suis devenu vegan, c'est parce que je suis hypersensible, c'est que je ne peux pas supporter la souffrance qu'on inflige aux animaux. Et par rapport à mes idées aussi, la liberté, je veux qu'ils soient libres eux aussi. Et dès qu'on regarde les écosystèmes où l'homme ne touche à rien, bah, c'est parfaitement équilibré et harmonieux. Donc voilà, liberté pour les animaux aussi. Nous, on se porte mieux, on pollue moins. Donc les avantages, c'est voilà, c'est pas un retour en arrière, c'est vraiment un progrès qu'on propose et que je souhaite. Mais es-tu d'accord quand même, tout de même, de dire que ton mode de vie est difficilement, en fait, compatible quand on a une famille, quand on a des enfants? C'est un peu plus compliqué. Bien sûr, c'est par rapport à mon engagement, on va dire, en fait, dans le monde dans lequel on vit. Mais mon but, c'est évidemment de modifier radicalement, de révolutionner complètement ce monde et le système. Et ensuite, ce serait plus facile pour tout le monde, quelle que soit sa situation, si tout le monde vivait comme moi en revenant à la nature, en vivant de façon très simple, avec des besoins seulement essentiels. Et voilà,
voilà, et donc en se passant de toutes les technologies, c'est ça aussi le truc, c'est qu'après, bah oui, forcément, bah, faut apprendre c'est quoi nos besoins, est-ce qu'on a besoin d'avoir une terre saine qui nous nourrisse, ou est-ce qu'on a besoin de prendre l'avion pour traverser le globe en moins de 24 heures, ou est-ce qu'on a besoin d'être connecté avec un smartphone, bah, pareil, avec des gens de l'autre bout du monde, et tout se voir. C'est que voilà, moi le but c'est qu'on se passe de tout ça, qu'on retourne à un échange authentique, immédiat entre les individus, et qu'on vive de sa terre à une échelle locale beaucoup plus mesurée. Donc oui, aujourd'hui c'est difficile. Voilà, mon engagement, ça demande des grandes qualités physiques et psychiques, ça il faut le dire et tout le monde le reconnaît. Mais si on change tous, après ce sera beaucoup plus aisé pour tout le monde et tout le monde se portera mieux. Alors, je voudrais qu'on reparle du parcours de la course de la liberté. Comment tu définis ce parcours? Donc, 30 km, tu cours 30 km par jour. Il est différent à chaque fois, ce parcours. Comment tu le choisis? Alors, du coup, le premier, c'était le lieu où je vivais dans les Hautes-Pyrénées, dont on est parti. Donc, Argelès-Gazost, c'est mon pays de cœur. Je vais y repasser bientôt, d'ailleurs, ça va être critique. Et on est monté à Paris. Donc ce projet, il est né de la rencontre entre moi et Michael, qui faisait aussi les manifestations à Lourdes, là où j'étais. Et donc voilà, avec le tempérament que j'ai, bah, je me suis fait forcément connaître des manifestants et des forces de l'ordre où j'étais. Je suis devenu la mascotte assez rapidement parce que je montais sur les statues, sur les grilles, etc. Et je criais devant. Il faut savoir que c'est mon premier engagement en fait, les manifestations du pass sanitaire. Avant ça, mon mode de vie, il est trop loin du modèle de la société et de la politique. Donc, je ne me suis jamais intéressé à la politique. Mais là, ce qui se passait, c'était beaucoup trop grave. Ça s'attaquait vraiment aux vivants, à nos libertés et nos droits essentiels. Donc là, ça a été mon premier engagement. J'étais sur les manifs et comme je disais, j'ai rencontré tout le monde. Et donc, Michael avait fait une marche blanche en décembre 2021 où son but était de monter en marchant à Paris au rythme de 25 km par jour pour les victimes des vaccins. Sa marche n'était pas bien déroulée et il était revenu au bout de 2 semaines. Et à l'époque, quand il partait pour faire sa marche, moi j'avais dit un peu à la légère, bah ça se trouve, moi je te rejoindrai sur ta marche, mais moi je courrais devant avec un flambeau comme Prométhée. Et j'avais dit ça, voilà, à la légère. Moi je suis passionné de mythologie et de philosophie, et dans mon courant philosophique qui est celui de l'absurde, qui a été établi par Albert Camus dans le mythe du Sisyphe, bah Prométhée c'est notre prophète. Et même dans la mythologie grecque, pour moi, c'est vraiment le personnage le plus important. C'est le mythe de Prométhée, c'est le mythe fondateur de l'humanité et surtout de la civilisation grecque. Donc c'est celui qui est toujours célébré aujourd'hui à l'ouverture des Jeux Olympiques. Il est omniprésent. Et donc c'est le plus grand mythe de la révolte et puis du libre arbitre surtout. Donc pour moi, c'était une évidence de l'incarner. Et avec mon aspect sportif, ça apportait quelque chose en plus de toutes ces marches qui se faisaient en protestation. Il y avait la marche de la résistance, marche de l'éveil, je crois. Enfin, il y a eu beaucoup de marche du réveil. Il y a eu beaucoup de marches qui se sont faites en contestation de toutes ces mesures liberticides qu'on a subies. Et voilà, moi, ce que j'apportais en plus, c'était que le fait que je cours avec un flambeau. Donc, ça parle beaucoup à l'inconscient des gens, même ceux qui connaissent pas du tout, voilà, les milieux alternatifs, qui sont pas contestataires, et qui me voient dans la rue ou sur la route courir avec ma flamme, ça les interpelle et généralement, ça suscite de très bonnes réactions. Donc, oui, c'est comme ça qu'est née la première course. Donc, à l'époque, on a voulu refaire sa marche blanche qui n'avait pas abouti, en montant de là où j'étais à Argelès-Gazost jusqu'à Paris. Alors pour que le rythme soit respecté, que pendant 4 semaines j'ai mes 30 km par jour, il a fallu faire un petit peu de rab. Donc on est passé par Clermont-Ferrand, une ville avec laquelle j'ai beaucoup d'affinités, moi où j'étais à ces journées. Voilà, c'était un beau parcours, on est passé par l'Ancien Central en plus. Ensuite les parcours, le deuxième, ça avait été fait aussi par Michael. Il a toujours rêvé d'aller en Corse, donc on avait fait le Tour de Corse sur la deuxième édition. Donc il se trouve que sur cette édition-là, les choses se sont moins bien passées, on a eu des forts mésententes. Donc on s'est séparés après cette édition-là. Et depuis la troisième, c'est moi qui organise, présente et cours. Je m'occupe de la grande majorité, pas de tout, j'ai mon équipe humaine évidemment, mais vraiment de la grande majorité. Et j'avais choisi le Tour de Bretagne pour la troisième édition parce que les Bretons nous avaient beaucoup soutenu lors de la première. On avait des gens qui étaient venus depuis la Bretagne jusqu'à Paris, l'arrivée à Montmartre. Et j'avais aussi un soignant qui est entre Guérande et Saint-Nazaire et qui avait fait le voyage pour me rejoindre les derniers jours dès qu'on approchait de Paris pour m'accompagner à vélo et qui m'avait dit il faut absolument que tu viennes chez nous, les gens te suivent beaucoup, ils adorent ce que tu fais. Donc ça a été l'occasion de découvrir la Bretagne pour moi aussi et ça a été une aventure incroyable. Donc troisième édition depuis Saint-Nazaire jusqu'au Mont-Saint-Michel par la côte, 1000 km, ça a été vraiment une aventure incroyable. Et donc à partir de là en fait j'ai fait les parcours pas au hasard du tout. L'Alsace, c'est une région qui est très engagée, et puis c'est en rapport avec mes parcours personnels aussi. Donc,
sur la 4e édition, quand j'ai fait tout l'Est, Gap, Strasbourg, en traversant les Alpes, le Jura et les Vosges, je suis repassé par un lieu où j'ai eu un accident en 2014, où je me suis cassé 2 vertèbres, et où j'avais pas fini, du coup, le parcours, la petite expédition que je m'étais mis en tête. Cet accident-là m'avait stoppé, et j'étais parti de Grenoble, mais j'avais pas pu aller jusqu'à Gap en passant par Briançon. Et donc, c'est aussi des aspects de revanche sur la vie qui sont importants pour moi, où je retourne sur les lieux où j'ai eu des échecs ou des revers, et où je vais du coup transformer ça en réussite et en victoire. Et donc, je suis repassé par des lieux là à côté de mon accident, et j'ai fait le parcours que j'aurais dû finir à l'époque, que j'avais jamais fait. Donc, j'ai découvert Briançon et tout ça. Et puis, après, j'ai déjà séjourné dans les Vosges, donc je connais bien. Je suis passé par le Sentier des Crêtes. On est monté au sommet du Honeck avant de descendre sur Colmar. Et puis, à Strasbourg, il y a vraiment des gens très engagés. Donc, aujourd'hui, j'ai l'essentiel de mon équipe qui est là-bas. Et, pour la 5e sur le sud, pareil, j'ai démarré depuis l'école du vegan de France, où j'ai beaucoup séjourné, Douceur et Harmonie, avec Bleuette, que j'apprécie beaucoup. J'ai passé par des lieux où j'ai fait du woofing dans les Cévennes. Donc, voilà, un ami qui est à côté d'Avignon. Donc, c'est jamais au hasard. On est passé chez Merlin à Port-Calquier, ils sont très engagés pour les rencontrer. Tous les parcours, c'est comme ça. Et là, aujourd'hui, du coup, je suis chez Claire, ma nouvelle petite sœur de cœur, qui m'a aidé beaucoup sur la 6e édition, que j'ai rencontré, qui m'a accueilli sur la 6e édition sur le bord de la Loire. C'est là où je suis aujourd'hui. Et c'est toujours comme ça. Bon, là, la prochaine édition, donc la Pyrénaïca. Les Pyrénées, c'est mon pays de cœur. J'y ai pas grandi, mais c'est là où je vis le plus depuis que je suis en nomade ces dernières années. Donc, je suis amoureux des montagnes. Pour moi, c'est le plus haut pays du monde. Donc, je connais bien le parcours. On va passer par là. On va remonter le pays Qatar que je vais découvrir. Et pour finir à Bordeaux. Pour l'histoire de terminer les plus ou moins 1000 km. Donc, les 30 km par jour en moyenne. Et généralement, c'est plus aujourd'hui, on est plutôt à 35-36 km de moyenne. Alors, il y a des journées où on peut dépasser les marathons. Et dans ton quotidien, comment tu te déplaces? Puisque là, tu es dans la Loire, tu vas retourner dans les Pyrénées. Comment vas-tu te déplacer? Alors, là, il faudra que je ne me suis pas encore occupé. Je vais passer par le Lot d'abord, où j'ai une chambre aussi là-bas. Je suis une maman de cœur. Il y a du coup Cynthia qui va m'accompagner sur la prochaine édition, qui va me rejoindre. Elle va descendre d'Alsace. On va faire une journée ensemble dans l'autre, puis on va descendre la veille du départ sur Hendaye. Et ensuite l'aventure va partir comme ça. Sinon, je prends des blablacar, je fais du stop, des bus, des trains, voilà, je m'adapte. C'est beaucoup de débrouille. Beaucoup de débrouille et beaucoup d'entraînement physique parce que, on l'a dit, tu es un sportif et un véritable sportif. Et moi, j'ai pu voir des vidéos exclusives parce que tu as passé quelques jours avec Johan qui a pu te filmer. Et j'ai vu des vidéos exclusives de ton entraînement quotidien. Et je dois dire que c'est... Waouh, on comprend qui on a face à nous, un double champion du monde de boxe thaï, je le rappelle. Alors, c'est important pour toi d'entretenir ta condition physique? Oui, absolument. Donc tous les matins, ça fait partie aussi des lois du vivant que je transmets aux gens que je rencontre. Que c'est la première chose que je fais le matin. En fait, les premières actions qu'on fait sont déterminantes pour la journée, pour la fréquence sur laquelle on va être. Et même si elle peut être impressionnante, cette séance, elle est quand même très courte. Et donc c'est de l'entretien. C'est pour pas perdre ma force, surtout pendant la course de la liberté où je cours 30-40 km par jour. Si je faisais aucun exercice pour les muscles du haut, je les perdrais. Et moi, c'est très important de garder ma force, donc parce que je suis boxeur. Et puis aussi, il faut le dire, si j'ai pu et je peux vivre de la façon dont je fais, m'affirmer tel que je l'entends avec mes règles et que j'ai pas respecté celle du Covid, par exemple, c'est clairement grâce à ma force. Moi, c'est important de ne pas la perdre. Et aussi le côté le véganisme qui est très important pour moi, pour balayer tous ces clichés du vegan faible, carencé. Souvent, je fais des démonstrations de mes pompes sur une main et deux doigts comme Bruce Lee, où j'ai jamais rencontré quelqu'un en vrai qui en soit capable. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas envie de perdre. Donc, si j'arrête de le faire, forcément, j'ai plus être capable de les faire. Donc, tous les matins, je les fais un petit peu, je les entretiens. Et donc, voilà, ça, c'est important pour moi. Et donc, entre les courses aussi, je vais courir assez régulièrement, je m'entretiens. Même si là, je peux pas trop toujours, j'ai eu un mode de vie un petit peu là, dissolu et frénétique, depuis que je suis parti au Festival de Merlin, où j'ai donné un coup de main pour Relation, où j'ai proposé des ateliers de moté à prix libre. Et puis ensuite, je suis retourné faire ce que j'appelle des tours intimes, donc voir des autres avec qui je me suis fait entendu en ma course méridionale. Là, aujourd'hui, je suis chez Claire, ma petite sœur de cœur. Donc voilà, c'est vrai que j'étais un petit peu épuisé, mais je vais me calmer un peu et me reposer. Et je vais partir en temps pour la prochaine course, il n'y aura pas de souci. C'est quoi on va parler alimentation, c'est quoi ton hygiène de vie? Je sais que par exemple le matin tu restes à jeun, quand tu fais tes exercices tu es à jeun. Est-ce que tu peux nous parler de ton qui est aussi atypique quand même?
Voilà, bah en fait, il y a beaucoup plus de gens qui commencent à intégrer tous ces concepts, qui se mettent à les adopter. Ça commence quand même à rentrer un peu dans la conscience collective. Et oui, la pratique du jeûne est très très bonne, elle est pas dangereuse du tout. Enfin, voilà, sauf si si on le fait mal et de façon très poussée alors qu'on n'est pas expérimenté comme tout. Mais d'une manière générale, c'est vraiment très très bon. C'est aussi une des clés de ma santé et de mon autonomie, comme je disais tout à l'heure. Donc oui, généralement le matin, je reste à jeun jusqu'à une heure assez avancée de la journée. Et quand je déjeune, c'est par des fruits et du plus aqueux au plus solide. C'est quelque chose d'important. Je fais pas les choses au hasard. Donc pour que les liquides s'écoulent plus rapidement et m'hydratent. Et ensuite, les choses les plus solides qui mettent du temps à être broyées par l'estomac, bah, elles arrivent en dernier. Et alors que si je mangeais des flux, des éléments plus aqueux en dernier, après que l'estomac soit bouché par des choses solides, ils vont rester au-dessus et ils vont tourner, ils vont stagner, ils vont être moins bien assimilés en fait, et produire de l'acidité. Donc c'est surtout des fruits et des légumes, c'est vraiment la clé de la santé. Donc je prouve par mon mode de vie et par aussi par mes performances quand je fais mes pompes sur une main et tout, que les carences c'est des conneries, qu'il n'y a pas besoin de protéines. Et en fait en mangeant des fruits et légumes, on a tout ce qu'il nous faut, on a une vitalité qui est incomparable. Et qu'il n'y a pas de secret. Si on va avoir du muscle, bah, il faut faire de l'exercice, de l'activité, et notre corps va faire du muscle. C'est tout. Dans les fruits et légumes, il y a tout ce qu'il faut. Donc après, je suis pas carnivore, même si je pense que ceux qui le sont ont une santé parfaite aussi, une très bonne forme. Moi, comme je disais, je suis devenu véganiste. Ma motivation, c'était vraiment par empathie pour les animaux et par conscience écologique pour moi, pour la planète. Mon intérêt, en fait, c'est ma dernière motivation. Mais du coup, j'y viendrai peut-être parce que je me rends compte qu'on s'en porte mieux en fait en étant carnivore. Mais c'est vrai que ma motivation première, pour moi, c'est de réussir à revivre de notre terre. Et aujourd'hui, ça me paraît peut-être compliqué sous nos latitudes de pouvoir vivre cru de ce que nous donne notre terre toute l'année, même s'il y a beaucoup plus de légumes qui se mangent crus que la majorité des gens le croient. Mais voilà, ça me dérange pas du coup de faire cuire des pommes de terre qui viennent de mon jardin ou certaines courges ou certains choux. Voilà, mais mon but, moi, c'est vraiment d'abord l'autonomie, c'est qu'on réussisse à vivre avec ce que nous donne notre terre localement. Et on peut très bien vivre du coup de tous les fruits et légumes que nous donne notre terre aujourd'hui. Et ça être cru, ça paraît compliqué, même si c'est pas forcément impossible. C'est des choses à travailler, à développer. C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu as voulu changer de vie? Alors c'est un cheminement plus ou moins logique, progressif. Depuis que je suis petit, je suis très différent. Mais après, c'est vrai que jusqu'à mes 15-16 ans, je me souciais pas du tout de mon mode de consommation et de mon alimentation. À 16 ans, j'ai un ami ostéopathe quand même qui m'a dit que je devrais arrêter de boire du lait de vache parce que j'en prenais vraiment beaucoup, en prenant du lait végétal à la place. Et là, c'était pas du tout une démarche écologique ou empathique, c'était vraiment pour mon intérêt. Et il se trouve que je me suis porté beaucoup mieux à arrêter le lait de vache et à prendre des laits végétaux. Et donc, mes performances sportives ont largement évolué, se sont beaucoup améliorées à ce moment-là. Et après, c'est logique, quand je suis parti chez ma mère, je me suis dit, bon, il faut aussi que j'arrête d'être un bébé, à être difficile, il faut que je me mette quand j'ai 18 ans, à manger tout. Et donc, j'ai inclus les fruits et légumes aussi à mon alimentation par rapport à ma forme, parce que je commençais à atteindre un beau niveau en boxe thaïlandaise. Quand je suis passé professionnel aussi, dans le but d'avoir des meilleures performances sportives, bah, je me suis mis aussi à manger tout et à inclure les fruits. Mais à l'époque, voilà, il n'y avait pas de côté éthique à tout ça, donc je consommais encore beaucoup de produits animaux. Et après, c'est petit à petit, ouais, je me suis posé des questions de moi-même inconsciemment, des choses qui sont remontées et des soucis de santé aussi que j'ai eu. Donc j'ai voulu me soigner de façon alternative, sans prendre de médicaments, sans aller voir le médecin. Donc j'ai pratiqué le jeûne, j'ai pris des tisanes, des décoctions, beaucoup de choses. Et petit à petit, bah ouais, je me suis rapproché du niveau où je suis aujourd'hui, en me sevrant de certaines choses, en ajoutant d'autres, voilà, en pratiquant le jeûne, en mangeant des fruits et des légumes. Et ça a été plein de paliers, plein de caps, voilà, qui ont fait que donc aujourd'hui j'en suis là, que je me suis émancipé de beaucoup de choses. Alors tu as évoqué tout à l'heure ta force physique, ta force mentale. C'est ce qui t'a beaucoup aidé en boxe thaï parce que tu as commencé ta carrière très tardivement, à l'âge de 16 ans. Et tu disais à l'époque que techniquement, t'étais pas forcément très bon en fait. Mais ta force a fait la différence. Ça, c'est un euphémisme en fait. Techniquement, j'étais pas doué du tout. Et je suis un travailleur acharné, mais par contre, dès 16 ans, j'avais une très grande force physique et mentale, et donc ça me permettait de battre des adversaires plus expérimentés et plus techniques que moi. Et même quand j'avais 20 ans, en fait, quand j'étais au top de ma forme où j'ai gagné mes titres, souvent j'avais un retard technique et d'expérience par rapport aux adversaires que je battais, mais une meilleure condition physique, et puis un mental à toute épreuve. Donc en fait, on me surnommait Manimal, et les mecs, je leur avançais dessus du début à la fin, sans jamais reculer, sans jamais rien lâcher, et donc avec une condition physique à toute épreuve.
qui me permettait de rien lâcher, de maintenir un rythme très soutenu durant les 5 rounds. Et ça venait évidemment d'un entraînement très difficile où avec mes entraîneurs, je m'arrachais beaucoup plus que tout le monde en fait. C'est vraiment la clé de ma réussite, comme je disais tout à l'heure, c'est ma ténacité, ma détermination et ma grande volonté. Et ta force intérieure, ce que j'en ressens en tout cas. C'est une force mentale et psychique, c'est ça. Et du coup, me procurer une force physique conséquente, quoi. Mais c'est vrai que la force, elle venait évidemment de moi, donc une volonté, une force psychique, et du coup, qui faisait que je m'entraînais plus dur, et qu'au final, j'obtenais aussi des meilleurs résultats physiques. Est-ce que la spiritualité a une place dans ta vie? Alors, il faut s'entendre sur le mot spiritualité, en fait. C'est pour ça. Mais, moi, par exemple, mes grands maîtres à penser, ce sont Carl Gustav Jung, Nietzsche, Goethe, Camus, Platon. Et donc, ce sont des gens beaucoup plus, ce sont les êtres les plus intelligents que je connais. C'est vraiment, mais eux-mêmes ne se réclament pas de spiritualité et n'utilisent très peu ce terme, en fait. Et ce que j'entends des gens que je rencontre qui se disent dans la spiritualité, c'est pas du tout la même chose que du coup, ce dont parlent mes grands auteurs, ces grands esprits-là qui pour moi sont beaucoup plus intelligents. Et ce que j'entends généralement, c'est pas des choses qui vont dans mon sens ou dans mes valeurs. Voilà. Moi, j'ai un côté intellectuel très développé. D'ailleurs, les conférences, c'est quelque chose que je veux vraiment développer aussi. J'en ai donné une dans le Lot il y a quelques semaines. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, sur la pensée de Carl Gustav Jung, qui est une pensée très méconnue. Nos mythes fondateurs, qui aujourd'hui, pareil, sont perdus aussi. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire. La philosophie de Camus aussi, les gens le connaissent en tant que romancier. Pour moi, il est mauvais en tant que romancier, mais c'est un très grand philosophe. Donc, j'ai envie de faire connaître sa philosophie. Nietzsche et tout ça. Enfin, les gens ne connaissent plus forcément ça, voilà. Et ils s'intéressent pour moi à ce qu'ils appellent la spiritualité avec des romans aujourd'hui de vulgarisation qui pour moi ne sont pas forcément de bonne qualité et ne vont pas s'intéresser aux grands auteurs, aux textes fondateurs, aux sources. Et donc c'est quelque chose que je dois transmettre aussi avec mes conférences, parce que pour moi le développement de l'individu en fait c'est le seul moyen de changer le monde. C'est comme pour l'anarchisme. Si on veut que les gens se gouvernent eux-mêmes, forcément ça présuppose des individus épanouis, autonomes, bienveillants, conscients, responsables, vigoureux. Donc le but de même le thème de mes conférences, ce serait vraiment le développement de l'individu. Le moyen de changer le monde, c'est de se changer soi d'abord, et ensuite la somme des actions individuelles fait le monde dans lequel on vit. Donc, pour moi, c'est le seul moyen de changer les choses. Donc j'aimerais beaucoup donner des conférences. Donc j'ai un côté intellectuel très développé, et spiritualité, faut s'entendre sur le terme. Voilà. Donc, moi, par exemple, je suis très manichéen. Je suis moniste, mais je peux être dualiste dans le sol en dessous. Pour moi, oui, il y a le bien, il y a le mal. En fait, je suis panthéiste, il y a tout dans cet entendement. Et c'est très important de se positionner. C'est pour ça aussi que pour moi, on a subi tout ce qu'on a subi. C'est que les gens, lorsque le pass sanitaire, sont allés manifester en masse. Donc, il y avait toute la France qui était dans la rue, même à un moment donné. Donc, le problème, c'est qu'ils vont manifester le samedi après-midi. Puis après, ils vont au supermarché. Et toute la journée, ils utilisent le smartphone et la voiture. Et ils font consommer, ils alimentent, ils soutiennent ce système de la mort et on s'étonne que rien ne change derrière. Non, ça demande un engagement beaucoup plus grand. Et donc, il faut pas avoir peur du manichéisme, de s'engager, de se positionner. Pour moi, il y a tout dans ce monde. Il y a la beauté, la magnificence, mais il y a aussi l'horreur et l'injustice. Et donc, il faut se positionner, choisir ses valeurs. Et donc, moi, je suis un guerrier, je suis un combattant. Dans ce que je fais aussi, je peux être sans pitié. Et donc je m'éloigne généralement de ce qu'on entend dans les courants dits spirituels. Mais niveau intellect, pour moi ça a une grande place dans ma vie. Étudier, comme je disais tout à l'heure, Carl Gustav Jung et tout ça. Et c'est des concepts philosophiques qui ne sont pas du tout abstraits pour moi, que j'incarne vraiment. Ce sont des philosophies d'action. Et donc c'est des choses que je transmets aussi avec la course, qui plaisent beaucoup aux gens dans mes rencontres. Mais en plus de ça, moi j'aimerais beaucoup développer des conférences. Donc c'est un appel que je lance là. Parce que ça c'est du mal à se lancer pour l'instant. J'en ai fait qu'une seule. Et au festival de Port-Calquier, je comptais peut-être en proposer, mais bon, les conditions ne s'y prêtaient pas forcément. Donc, c'est quelque chose que je peux faire aussi même pendant mes courses. Après avoir couru, je peux proposer ça s'il y a des gens que ça intéresse. Et c'est une des façons aussi de soutenir la course, vu que moi, les cagnottes en ligne, je l'avais fait pendant un moment, j'ai plus envie d'en faire. Donc, mes seuls revenus viennent de dons et d'échanges. Donc, quand je donne mes cours ou quand les gens donnent spontanément pour soutenir la course, donc je pourrais aussi, du coup, proposer des conférences pour attirer du monde et puis pour que les gens puissent donner librement. C'est toujours ce que je fais de toute façon, c'est que ce soit des conférences ou des cours, c'est toujours à prix. Les gens donnent ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Voilà. Bon, en tout cas, l'appel est lancé. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les courses vont se poursuivre, en tout cas. Voilà, que ce sera pas la dernière. En tout cas, celle-ci, la 7e. C'est une possibilité que j'envisage, en fait. Jusqu'ici, j'avais toujours des idées de parcours et je me projetais quand même pour les suivantes. Là, pour cette année, je suis pas sûr. Bon, après, si les conditions se prêtent
Moi, je suis quelqu'un qui m'adapte au présent. Peut-être qu'il y en aura une huitième cet automne, mais là, j'en envisage pas forcément une huitième pour cette année. Et si ça continue l'année prochaine, bah, j'aurai des idées où ça changerait du format habituel. Voilà, j'irai peut-être à l'étranger. Enfin, j'ai d'autres idées comme ça aussi. Le projet de retour de flamme qui est pas encore forcément sérieux. On irait contre la flamme olympique. Le projet des chemins de la liberté, c'est les 80 ans du débarquement sur les plages de Normandie à Belgique. J'ai plusieurs idées, ouais, mais ça changerait des formats habituels. Mais là, pour cette année, je suis pas sûr qu'il y en ait une huitième. Mais c'est possible. En tout cas, le projet va évoluer. Tu reviendras nous en parler avec grand plaisir. Et surtout, si ton projet de conférence aboutit, voilà, on sera heureux d'en entendre parler. Et moi, ce que je retiens surtout de ça, c'est bien nourrir son corps et bien nourrir son esprit. C'est surtout, j'ai l'impression, le message que tu veux délivrer aux gens. Tout à fait. Donc ça vient du monisme dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, il vient du grec monos, qui veut dire seul, qui est le courant de pensée de Spinoza et de Nietzsche, donc de pas dissocier le corps de l'esprit, l'énergie de la matière. Tout ça, ça ne fait qu'un. En fait, tout ça, c'est intimement lié. Et oui, c'est tout à fait mon message, corps sain dans un esprit sain, ou esprit sain dans un corps sain plutôt, mais il faut être fort et physiquement et psychiquement, ne pas négliger l'un ou l'autre. Et notre action, elle passe par la matière, par le réel. Au bout d'un moment, il faut s'engager aussi physiquement. Et puis, il y a aussi d'autres choses, là, où on n'a pas évoqué, où je cherche à réveiller l'Andrea, donc cette virilité, cette audace, cette combativité qui a été perdue chez les hommes, pour moi, et qui a été évincée à dessein par les gouvernements, et très efficacement. Donc aujourd'hui, les hommes qui ne souhaitent plus se battre, qui ne savent plus se battre, qui n'aiment plus se battre, et c'est pour ça qu'ils font ce qu'ils veulent en haut. Au bout d'un moment, il faut que les hommes se dressent, et on va être obligé de passer par là pour changer les choses. Alors voilà, donc il y a beaucoup de messages et de choses que j'ai à dire. Même lors de la conférence que j'ai pu donner dans le Lot, je suis resté beaucoup sur ma fin. Pour moi, j'ai eu le sentiment d'attaquer avec la face visible de l'iceberg. En fait, j'ai tellement de choses à dire. Il faudrait que je fasse des conférences sur plusieurs jours, voire une semaine. Voilà, j'ai énormément à dire et à partager. Mais voilà, déjà, rien que là, dans notre échange, j'ai l'impression quand même qu'on a pu aborder les grandes lignes de mon message. Mais Voilà, si tu as des choses à ajouter, je t'en prie. voilà, le monisme de Nietzsche, c'est ça aussi, c'est rejeter les arrière-mondes. C'est pour ça aussi où je m'entends pas forcément avec les courants physiques spirituels. C'est des arrière-mondes pour Nietzsche, c'est tout ce qui n'est pas l'ici et maintenant, tout ce qui n'est pas notre terre qu'on connaît, notre vie qu'on connaît. Donc ça peut être des vies futures ou des vies antérieures, ça peut être le paradis ou l'enfer, le monde idéal de Platon qui l'oppose à notre monde matériel. Nietzsche, lui, appelle à rejeter tout ça pour se concentrer sur notre terre, sur l'ici et maintenant, et pour qu'on en fasse le mieux possible, en fait, de notre vie et de notre terre. Et de dire que ce qui se passe sur terre, c'est l'autel de nos actions. Et peu importe ce qu'il y aura après, on fait pas ça dans un souci de récompense, dans une autre vie, ou de gagner un paradis, ou de s'éviter un enfer. Et moi, je pense que l'enfer et le paradis sont sur terre, et qu'on construit l'un ou l'autre. Et que c'est à nous d'agir, voilà, de créer nos vies, nos destinées avec nos forces et de rien lâcher. Donc ça, c'est un message très important aussi de la course. Voilà, on a évoqué le véganisme, c'est aussi pour moi une des urgences d'y venir, parce que c'est pas un régime alimentaire. Chacun peut manger comme il veut, qu'on mange cru, cuit, sucré, salé, gras. Pour moi, ça, voilà, chacun fait comme il veut. Mais le truc, c'est que moi, je pense vraiment que ça va modifier notre planète et toutes nos vies, parce que c'est la plus grande source de souffrance aujourd'hui, je pense, sur Terre, c'est lié à l'exploitation animale, en fait. Et, et du coup, il y a beaucoup de gens qui se sentent démunis, un peu désemparés ou impuissants par rapport à l'impact qu'il peut avoir sur le monde, qui disent ouais, mais ouais, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, à mon échelle, c'est difficile, puis de toute façon, ça changera rien à une échelle globale sur la planète. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est un peu malheureux à dire, mais le plus grand pouvoir de l'individu, oui, c'est sa consommation. Et donc voilà, c'est comme ça que chacun doit faire attention à sa consommation, donc consommer de façon plus responsable. Donc le meilleur moyen de faire disparaître quelque chose, c'est de l'ignorer. Donc c'est le principe du boycott, qui a été dit entre autres Gandhi, mais qui a été beaucoup mis en avant par Gandhi. Voilà, c'est le seul moyen de faire disparaître quelque chose, c'est de l'ignorer complètement, de plus le soutenir. Donc c'est ça le véganisme en fait, c'est d'arrêter de consommer des produits animaux pour que les animaux se retrouvent libres. Et je pense vraiment qu'au niveau des quatre règnes, en fait, des règnes minéraux, végétaux, humains et animaux, c'est ce qui va du coup c'est aujourd'hui ce qui cause le plus de souffrance et ce qui amènerait une transformation la plus radicale pour faire une planète bien meilleure en fait, qui sera beaucoup plus saine et où tous les individus se porteront mieux, voilà, comme je disais, minéraux, végétaux, animaux et humains, tout le monde se portera mieux, il y aura beaucoup moins de dégâts à ce niveau-là. Donc c'est pour ça aussi que c'est un message important pour moi et que c'est pas forcément qu'une question de goût alimentaire, quoi. C'est vraiment quelque chose de très éthique et pour une transformation du monde qui me semble très urgente et importante. C'est une vraie conviction de ta part. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël, en tout cas, pour cet échange. Merci, Kate.
Et puis, on espère te revoir très vite. Tu viendras nous parler de ton actualité. Yes, merci beaucoup. Merci, Raphaël. À bientôt.